Bonjour, je suis le docteur Baudouin Boinibek, enseignant à l'Institut AVORES Plus de Marrakech. Donc aujourd'hui, dans le cadre de notre deuxième cours de l'unité de formation obstétrique, nous allons parler de l'accouchement et des complications de l'accouchement. L'accouchement se définit comme un ensemble de phénomènes qui ont pour conséquence la sortie du fœtus et de ses annexes hors des voies génitales maternelles après au moins 6 mois de grossesse. Donc, on ne parle d'accouchement qu'après au moins 6 mois de grossesse. L'accouchement se déroule en 3 phases. La première, c'est le travail qui va conduire à l'effacement et à la dilatation du col. La deuxième, c'est l'expulsion ou la sortie de l'enfant. La troisième, la délivrance ou la sortie du placenta. Alors, le travail. Nous pouvons remarquer sur les deux images en bas, le col, le numéro 2 sur les photos. Il est, sur ces images, au cours de la grossesse, il est fermé et il est long. Pendant le travail, ce col va s'effacer progressivement pour atteindre un diamètre d'ouverture maximale de 10 cm. Les contractions utérines. La contraction utérine est à l'origine de l'effacement et de la dilatation du col. Elle varie en fréquence et en intensité. Alors, il faut savoir que les contractions utérines ne sont pas forcément toutes douloureuses ou bien toutes douloureuses de la même façon. Leur douleur est perçue différemment en fonction des femmes. Les contractions sont involontaires, intermittentes, régulières, d'intensité et de durée progressive. En gros, elles surviennent toutes les 15 à 20 minutes et durent 15 à 20 secondes au début du travail, mais vers la fin du travail, elles vont survenir toutes les 2 à 3 minutes et durer 30 à 45 secondes. Le travail lui-même a une durée. Au cours de la durée du travail, nous avons 2 phases. Nous avons une première phase lente, c'est-à-dire les premiers centimètres de l'ouverture du col. Entre 0 et 5 cm de dilatation, elle est très lente, elle peut durer plusieurs heures, voire plus d'une journée. La deuxième phase, c'est-à-dire la phase entre 5 et 10 cm de dilatation du col, c'est une phase qui est très rapide. En moyenne, pour une primipare, c'est-à-dire une femme qui vient accoucher pour la première fois, le travail dure en général 10 à 12 heures. Alors que pour une multipare, le travail est beaucoup plus court, il dure en moyenne 4 à 6 heures. Le monitoring fœtal, il doit être oscillant. Il faut qu'il soit oscillant. Il faut qu'il se situe entre des limites qui sont 160 battements par minute pour la maximum et 120 battements par minute pour le minimum. Au-delà de 160 battements par minute, le fœtus, il est tachycarde et en dessous de 120 battements par minute, le fœtus, il est bradycarde. Il s'enregistre avec un ERCF, ce qu'on appelle un enregistreur de rythme cardiaque fœtal. Nous en avons parlé dans le cours précédent. La péridurale n'est pas systématique au Maroc. Elle se pratique même très rarement dans notre pays. Consiste en une légère anesthésie au niveau de la colonne vertébrale qui va permettre de diminuer l'intensité de la douleur des contractions. Mais cette anesthésie doit être assez légère pour permettre à la femme de pousser au moment de l'expulsion du fœtus. La poche des os, elle joue surtout un rôle de protection du fœtus et un rôle nourricier. Elle a un rôle mécanique dans la dilatation du col parce qu'elle va pousser sur le col et va lui permettre de s'ouvrir progressivement. Il faut savoir que le travail peut se dérouler totalement avec conservation de la poche des os. En général, dans les films, le premier signe de l'accouchement que les femmes ressentent, c'est l'ouverture de la poche des os. Mais non, en réalité, ce n'est pas ça. On peut avoir un travail complet sans ouverture de la poche des os et cette poche des os est souvent rompue artificiellement au moment de l'accouchement par la sage-femme ou par l'obstétricien. Le mobile fœtal, c'est-à-dire le fœtus, lui, la contraction va le pousser vers le bas et lui faire franchir les différentes étapes de la filière génitale.
Ces étapes sont franchies grâce à ce qu'on appelle un phénomène d'accommodation. Ça veut dire que le fœtus va essayer de s'accommoder, de modifier ses diamètres pour pouvoir passer à travers la filière génitale. Les présentations sont un élément essentiel de l'accouchement. On note plusieurs types de présentations, notamment les présentations céphaliques, c'est-à-dire la tête en bas. Les présentations céphaliques sont de plusieurs types. Le premier type, c'est la présentation de sommet. C'est la présentation la plus fréquente et c'est la présentation la plus simple qui permet un accouchement naturel. Dans la présentation de sommet, la tête est en bas et fléchie, de sorte que la partie qui descend la première soit l'occiput. On a d'autres présentations céphaliques, notamment la présentation de la face, où la tête est défléchie, de sorte que la partie qui descend en première, c'est la face tout entière. La deuxième présentation céphalique, la troisième, présentation céphalique, c'est la présentation de front. Dans cette présentation, la tête est en position intermédiaire à celle du sommet et de la face. Il faut savoir que dans les présentations de face et de front, l'accouchement naturel par voie basse est contre-indiqué. Il est impossible, donc dans ce cas, on a recours à une césarienne. À côté des présentations céphaliques, on a les présentations de siège, c'est-à-dire présentation fesses en bas, tête en haut. On a deux types de présentations de siège. On a ce qu'on appelle le siège complet. Dans le siège complet, ce sont les jambes ou les pieds qui vont descendre en premier. Alors que dans la deuxième présentation de siège, qu'on appelle le siège décomplété, les jambes sont étendues le long du tronc et c'est les fesses qui vont descendre en premier. Les présentations de siège ne contre-indiquent pas un accouchement par voie basse, mais il faut être expérimenté pour réaliser ce type d'accouchement. Sinon, une césarienne est toujours possible. Les troisième types de présentation, ce sont les présentations transverses. Ça peut être des présentations de dos ou bien sur le côté. Le fœtus, il est couché en travers de l'utérus. Dans ce cas, un accouchement naturel par voie basse est totalement impossible et dans ce type de présentation, on a toujours recours à la césarienne. Après le travail, on va passer à l'expulsion du fœtus. L'expulsion du fœtus va commencer par la première étape qui s'appelle l'engagement. La présentation est dite engagée lorsque le plus grand diamètre a franchi le détroit supérieur du bassin. Alors, il y a plusieurs phénomènes qui vont préparer l'engagement. Le premier phénomène, c'est l'orientation, c'est-à-dire la présentation doit se placer dans un diamètre qui est oblique. Deuxième, c'est l'amoindrissement. Il est inconstant. Il consiste à des déformations plastiques du crâne, ce qu'on a appelé tout à l'heure l'accommodation. Il faut que le fœtus modifie ses diamètres pour pouvoir passer dans la filière génitale en modifiant ses diamètres. Il y a des déformations plastiques du crâne qui vont arriver pour que le fœtus puisse passer dans la filière génitale. La deuxième étape, c'est la descente et la rotation. C'est le parcours dans le détroit supérieur vers le détroit inférieur du bassin. Dans le même temps, la présentation prend contact avec la face antérieure du sacrum et ne peut alors continuer sa progression qu'en changeant d'axe qui devient antéro-postérieur. On voit ici la troisième étape qui est le dégagement. Le dégagement va se faire sous l'effet conjugué des contractions utérines, des poussées maternelles. La présentation va alors se dégager hors des voies génitales. La tête s'enroule autour de la symphyse pubienne pour pouvoir dégager le visage du fœtus lors du dégagement. Une fois que la tête dégagée, les épaules s'engagent et se dégagent, suivies du reste du corps. Il faut savoir que la durée de l'expulsion, elle varie suivant la parité. Elle est comprise entre 1 et 2 heures chez des primipares, mais entre 5 et 30 minutes chez les multipares. L'épisiotomie. L'épisiotomie est aujourd'hui un sujet très controversé. En quoi consiste l'épisiotomie? C'est une intervention chirurgicale qui consiste
à la section d'une partie du périnée de la femme au moment de l'accouchement afin de réduire le risque de déchirure et de faciliter l'expulsion du fœtus. Il faut savoir qu'aujourd'hui, d'après les recommandations de l'OMS, l'épisiotomie est réservée à des cas rares et à des situations particulières. Elle peut être pratiquée par la sage-femme ou par l'obstétricien. L'épisiotomie ne doit pas être faite de façon systématique. Dans certaines salles d'accouchement, on fait des épisiotomies systématiques pour ralentir la durée de l'accouchement. Non, ce n'est pas une indication de l'épisiotomie. L'épisiotomie doit être réservée dans des cas rares, notamment une présentation de siège ou vraiment un problème d'expulsion qui est avéré. Il ne faut pas pratiquer des épisiotomies pour ralentir le temps d'accouchement. L'épisiotomie, en général, elle mesure 3 à 4 cm en moyenne. On voit ici comment se fait l'épisiotomie. On la fait de façon médiane ou médio-latérale. Elle ne se fait pas dans l'axe du périnée, c'est-à-dire en direction de l'anus, parce qu'on risque d'avoir une fistule entre le vagin et l'anus. Cette épisiotomie, notamment, peut avoir des facteurs de risque. Premièrement, l'extraction instrumentale par forceps. Au cours de cette extraction par forceps, on peut avoir recours à une épisiotomie pour faciliter la pénétration des instruments et la sortie du fœtus. Deuxièmement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'accouchement par siège qui peut aussi nécessiter une épisiotomie. On peut avoir recours à une épisiotomie lors des grossesses gémellaires, surtout chez les primipares, et il ne faut pas oublier que lors d'une analgésie par une péridurale, les efforts de poussée sont moindres, donc on peut aussi avoir recours à une épisiotomie. Les risques et les complications des épisiotomies sont nombreux. C'est pour ça qu'il ne faut pas la faire de façon systématique. L'augmentation des pertes sanguines, l'augmentation de la douleur et de la durée de cicatrisation, le risque d'infection, il y a plusieurs complications. Et l'une des complications chroniques les plus durables, c'est la dyspareunie, c'est-à-dire des douleurs vulvaires pendant les rapports sexuels qui mettent en mal certains couples après les accouchements. Le troisième temps de l'accouchement, c'est la délivrance, c'est-à-dire l'expulsion du placenta et de ses membranes. On voit sur cette image comment le placenta, après l'accouchement, va se décoller progressivement pour sortir. On arrive alors à parler des 3 phases de la délivrance. Ces 3 phases sont le décollement, qui est assuré par les contractions utérines. Après l'accouchement, le placenta va se décoller progressivement de la cavité utérine. La deuxième phase, c'est l'expulsion qui se fait grâce aux contractions utérines qui vont continuer, perdurer quelques minutes après l'accouchement et aussi grâce à son poids et aux efforts de la mère. La troisième phase, qui est la plus importante, c'est l'hémostase qui est assurée par la rétraction utérine. Alors, il faut savoir que l'hémostase ne se fera que si le placenta et ses membranes sont expulsés en totalité. S'il reste des fragments de membrane placentaire à l'intérieur de l'utérus, il n'y aura pas d'hémostase et on risque d'avoir une complication très importante de la grossesse, c'est-à-dire l'hémorragie de la délivrance, que nous allons voir un peu plus tard dans le cours. Les complications de l'accouchement. Ici, il faut opposer 2 types d'accouchement. Le premier, c'est-à-dire accouchement dystocique, c'est-à-dire un accouchement anormal, c'est-à-dire un accouchement qui va entraîner des complications, à un accouchement eutocique, c'est-à-dire un accouchement qui se place de façon normale. Heureusement, aujourd'hui, la majorité des accouchements sont des accouchements eutociques. Nous allons parler des complications maternelles et des complications fœtales. Nous allons débuter par les complications maternelles. Les complications que peut subir la mère au cours de l'accouchement sont de plusieurs types. On a en premier les traumatismes périnéaux, les déchirures périnéales. Elles sont assez fréquentes. On a plusieurs types de déchirures périnéales qu'on appelle encore plus simplement des périnées. On a, premièrement, les périnées simples. C'est des lésions superficielles au niveau du périnée. C'est une déchirure toute superficielle dans l'axe qui va séparer le vagin de l'anus. Deuxièmement, on peut avoir un périnée complet avec une lésion du sphincter anal. Et troisièmement, on peut avoir un périnée complet
compliquée avec une lésion de la muqueuse anale et une communication entre le vagin et l'anus. On a d'autres types de complications maternelles, notamment des complications hémorragiques, l'hémorragie de la délivrance. Qu'est-ce que c'est que cette hémorragie de la délivrance? C'est des saignements prévenant de la filière génitale excédant 500 cc dans les 24 premières heures d'un accouchement par voie basse et 1000 cc dans un accouchement par césarienne. Il existe plusieurs facteurs de risque des hémorragies de la délivrance, notamment l'hémacrosomie, la multiparité, des antécédents d'hémorragie de la délivrance ou dans certains cas des hématomes rétroplacentaires. La prise en charge de l'hémorragie de la délivrance fait appel à une équipe obstétricale. Il faut effectuer une délivrance artificielle. Je vous ai dit que dans le cas où le placenta et ses membranes ne sont pas expulsés totalement, on risque de faire une hémorragie de la délivrance. Pour pallier à ce phénomène, on peut faire ce qu'on appelle une délivrance artificielle, c'est-à-dire il faut aller chercher le placenta et ses membranes. On peut faire une révision utérine, c'est-à-dire grâce à des gants particuliers qui sont très longs, envoyer les mains dans la cavité utérine pour aller décoller le placenta et rechercher les membranes qui ne sont pas sorties. Il faut faire une suture du périnée, c'est-à-dire suture d'une lésion périnéale pour éviter que des saignements continuent à passer par ce côté-là. Et il faut masser l'utérus, utiliser un sac de sable pour favoriser sa contraction et la fermeture des vaisseaux qui alimentaient le placenta. Les hémorragies de la délivrance peuvent entraîner des anémies plus ou moins sévères, peuvent entraîner des infections, des troubles de l'hémostase et qui peuvent conduire à une hystérectomie, c'est-à-dire une ablation de l'utérus pour sauver la vie de la patiente. Ici, le pronostic maternel va surtout dépendre de la rapidité de la prise en charge. On va parler des césariennes. La césarienne, c'est une intervention chirurgicale visant à l'extraction fœtale par une hystérectomie. Tout à l'heure, dans la délivrance, on a parlé d'hystérectomie, c'est-à-dire ablation de l'utérus. Ici, hystérectomie, ça veut dire ouverture de l'utérus sous anesthésie loco-régionale ou bien générale. Les indications de la césarienne sont claires. C'est souffrance fœtale, c'est des présentations dystociques, c'est un utérus cicatriciel, c'est-à-dire un utérus qui a déjà subi soit une ou plusieurs césariennes ou un utérus qui a subi un ou plusieurs curetages, soit c'est une suspicion de disproportion fœto-pelvienne, c'est-à-dire qu'il y a un mobile fœtal qui est trop grand, trop gros pour la filière génitale et qui ne pourra jamais passer. C'est la stagnation de la dilatation, c'est-à-dire chez des femmes chez qui le travail dure depuis très longtemps et la dilatation du col reste très minime. Dans le cas d'un défaut ou bien d'un non-engagement de la présentation, c'est une présentation qui ne veut pas passer, qui ne veut pas descendre dans la filière génitale alors que le col est déjà à dilatation complète. C'est dans le cas des grossesses multiples et c'est dans le cas du sauvetage maternel. On a aussi à côté de la césarienne l'extraction instrumentale. C'est-à-dire qu'on va utiliser du matériel, par exemple des ventouses ou des forceps pour aller tirer le fœtus qui est resté à l'intérieur de la filière génitale. Mais il faut savoir qu'il y a plusieurs contre-indications à l'utilisation des instruments, notamment les présentations de face, de front, les syndromes hémorragiques fœtaux et le VIH, car avec cette instrumentation, il est capable de créer des lésions cutanées chez le fœtus et de ce fait de lui transmettre le VIH. Les complications de la délivrance. On peut avoir un non-décollement placentaire ou une délivrance incomplète. Dans ce cas, il y a une conduite à tenir bien définie, notamment une toilette périnéale, une antibioprophylaxie, une délivrance artificielle et même une révision utérine. Les autres complications qui peuvent arriver, c'est les anesthésies, c'est-à-dire l'anesthésie de la partie inférieure du corps suite au passage du mobile fœtal, des troubles psychologiques maternels qu'on appelle par exemple baby blues après la naissance du bébé, des décompensations des pathologies maternelles existantes, des décompensations psychiatriques, des septicémies
et des morts maternelles sont des complications à redouter au cours d'un accouchement. On va passer aux complications fœtales. Les complications fœtales, premièrement, des facteurs qui vont favoriser les complications fœtales sont en général les disproportions fœto-pelviennes, un travail qui est long, présentation de face, de siège, la macrosomie, un bébé qui est gros, des anomalies du bassin ou bien des dystocies qui sont dynamiques. Parmi les complications fœtales, on a les traumatismes des parties molles, c'est-à-dire des lésions cutanées, des ecchymoses, des érosions, des plaies ou bien des lésions sous-cutanées. On peut avoir des hématomes qui sont extracrâniens, par exemple la bosse sérosanguine, qui est molle, qui est dépressive. On peut avoir aussi un céphale-hématome, c'est-à-dire un hématome au niveau de la tête du fœtus au moment de la sortie. D'autres complications, par exemple des hématomes intracrâniens, c'est-à-dire des hématomes extraduraux qui sont exceptionnels, des hématomes sous-duraux ou intracérébraux qui sont, eux, secondaires à une souffrance fœtale, à des convulsions néonatales ou bien à une hypotonie du fœtus. On a d'autres lésions qui peuvent apparaître, c'est des lésions mécaniques comme les lésions du plexus brachial qui peuvent arriver au cours de la dystocie des épaules. Comment se causent ces lésions? Au moment de la sortie du fœtus, la tête sort, les épaules restent coincées. Que font les sages-femmes en général? Elles tirent sur la tête. Tirant très fort sur la tête pour dégager les épaules, on va faire une élongation au niveau du plexus brachial et le paralyser. C'est ce qu'on appelle la paralysie obstétricale du plexus brachial, qui est une lésion très fréquente. On a d'autres lésions, comme des lésions osseuses du membre supérieur, des fractures de la clavicule, de l'humérus, des décollements épiphysaires qui vont apparaître au moment de la sortie du fœtus. On peut aussi avoir des lésions du membre inférieur, comme des fractures au niveau du fémur. Des traumatismes viscéraux, eux, sont plutôt très rares, avec des hématomes surrénaliens, des hématomes hépatiques et rénaux. Il y a d'autres complications fœtales qu'on peut noter, c'est les retards psychomoteurs ou bien, plus grave, la mort fœtale et la mort néonatale qui sont en général secondaires soit à une pathologie sous-jacente ou bien une souffrance néonatale ou bien un retard de prise en charge d'un bébé nouvellement expulsé. Je vous remercie de votre attention et nous allons continuer la prochaine fois notre cours.